Et donc, je vais demander à Éric Briand de venir nous rejoindre et de nous faire l'exposé qu'il a prévu de nous donner. Éric est à l'École des hautes études en sciences sociales et son exposé s'intitule « Les infortunes du réalisme épistémologique durkheimien au XXe siècle ». Thomas Hirsch m'a volé mon accroche. Voici qu'il a cité, enfin il ne savait pas que j'allais le dire, mais au moins ça prouve qu'il lit les correspondances comme on le voit dans sa thèse. En effet, je voulais commencer par ce qu'écrit Alvax à Marcel Mauss dès qu'il apprend l'élection de François Simian. Et quand Alvax écrit, il dit qu'il se réjouit de voir les deux colonnes du durkheimisme en pleine lumière, considérant que la colonne, disons, de la morphologie des systèmes de représentation était déjà éclairée par l'enseignement de Mauss, et que l'autre, la morphologie sociale, était cette fois portée par l'élection de Simian. Alors pour ma part, je voudrais en premier lieu illustrer ce que j'ai qualifié dans le titre de réalisme épistémologique durkheimien, en remerciant les organisateurs et organisatrices de m'avoir proposé de parler, en m'attristant des deux absences et en exprimant ma sympathie à leur égard dans les deux cas. Et donc, premier point, illustrer ce réalisme durkheimien. Et c'est là que vous verrez, comment dire, que je vais revenir sur cette satisfaction exprimée par Alvax au moment de l'élection de Simian. Je m'appuierai sur un texte de Mauss et Durkheim qu'a commenté, le texte a commenté hier Philippe Descola, de quelques formes primitives de classification, pour en illustrer un aspect. Et dans un second temps de l'exposé, je m'interrogerai sur la réception de cette œuvre en Écosse. Philippe Descola a évoqué David Bloor. Et de même, j'évoquerai comme autre illustration de ce réalisme épistémologique un aspect des travaux de Maurice Alvax sur la mémoire collective. Et cette fois-ci, je donnerai des indications sur la réception de cet aspect de l'œuvre d'Alvax, je dirais en Californie, en ethnométhodologie. Et c'est sur ces deux réceptions que je voudrais porter un diagnostic, en m'interrogeant sur l'infortune qu'elles manifestent l'une et l'autre. J'irai jusqu'à oser donner un nom à ce syndrome, et, chose à mes yeux les plus importantes, je voudrais indiquer comment se prémunir contre ces périls. Alors, les deux colonnes qui étaient mentionnées dans la lettre d'Alvax à Mauss, on en trouve la clé dans cette brochure des actualités scientifiques et industrielles publiée par Maurice Alvax sous le titre « Sociologie économique et démographie ». Déjà, l'existence de cette brochure, dans cette collection publiée chez Hermann, qui manifeste le dernier cri de la
la science, et en l'occurrence de la philosophie de l'entre-deux-guerres, c'est déjà un élément instructif, parce que ça nous montre, rubrique de classement pour rubrique de classement, que la sociologie est de plein pied dans la philosophie. Or, la création en 1958, enfin, l'instauration de la licence de sociologie a eu pour effet que les nouveaux licenciés, promoteurs en un certain sens de leur nouvelle discipline, n'ont eu de cesse de vouloir se démarquer de cette philosophie et d'affirmer à la fois la nouveauté, l'autonomie, la radicalité de cette nouvelle discipline ainsi institutionnalisée. Si bien que le décret de 58 a eu une conséquence historiographique capitale. C'est à partir de là que Jean-Louis Fabiani le sait bien, une historiographie oublieuse de ce qui a été démontré par de multiples exposés pendant ce colloque, de l'emprise profonde de la sociologie sur la philosophie et de ce fait-là, de son intrication avec la psychologie. Tout ça était, pour ainsi dire, la seconde priorité, si ce n'est le refoulé des études des années 70-80. Et on doit à des études plus récentes, et sans doute ce colloque contribuera à accentuer la tendance, le fait de rétablir la perspective que pouvait avoir un protagoniste des années 30 sur la question. Voici comment s'ouvre le mémoire d'Alvax dans les actualités scientifiques industrielles. Les directeurs de cette collection ont estimé que la chronique philosophique de notre temps serait incomplète si elle ne s'étendait pas au vaste domaine occupé par la sociologie. On sait d'ailleurs que les sociologues français du groupe fondé par Durkheim constituent en réalité deux équipes, rapprochées par les principes et la méthode générale, mais tournées vers deux aspects de la réalité sociale. Les uns vers les coutumes, les institutions religieuses, juridiques et morales, qu'ils décrivent dans leur évolution. J'insiste beaucoup sur le mot d'évolution, je vais y revenir, tandis que les faits économiques et démographiques absorbent l'attention des autres. Ici, pour continuer Alvax, nous nous occuperons de ceux-ci, c'est-à-dire des morphologues. Nous voici éclairés sur les fameuses deux colonnes. Ces deux esquisses, de la part de Maurice Alvax, celle de la lettre de 1932 et celle du mémoire de 1940, reprennent un thème développé par Marcel Mauss en 1927 dans l'année sociologique, dans un article qui s'intitule « Division et proportion des divisions de la sociologie ». Voici le propos de Marcel Mauss. « Il n'y a dans la société, d'un côté, que des phénomènes matériels, des nombres déterminés d'individus de tel à tel âge, ou tel âge, à tel instant et à tel endroit, et d'un autre côté, parmi les idées et les actions de ces hommes, communes en ces hommes, celles qui sont en même temps l'effet de leur vie en commun. » Cette formulation, vous le noterez, a l'avantage d'atténuer le mot collectif. C'est le caractère communautaire qui détermine les traits collectifs. C'est l'expérience commune. Là, je parle comme Maurice Alvax plus tard. Et, continue Marcel Mauss, il n'y a rien d'autre. Au premier phénomène, le groupe et les choses, correspond la morphologie sociale, l'étude des structures matérielles. Au deuxième phénomène correspond la physiologie sociale, ce qui importe ici même, parce que là, c'est la pleine conscience d'un héritage bernardien assumé par Durkheim et Marcel Mauss.
Donc la physiologie sociale, c'est-à-dire l'étude des structures en mouvement. Elles étaient en évolution tout à l'heure chez Helvacks, elles sont en mouvement ici. C'est-à-dire leur fonction et le fonctionnement de ces fonctions. Ça, c'est tout à fait bernardien. Durkheim a divisé celle-ci en physiologie des pratiques et en physiologie des représentations collectives. Donc, voici le tableau empirique. Alors, c'est le moment de rappeler très brièvement les deux premiers principes de la méthode positive en philosophie, pour reprendre l'expression de Durkheim. Quiconque est passé par un enseignement initial de sociologie le sait, il s'agit en premier lieu de considérer les faits sociaux comme des choses, étant entendu, et c'est là à mon sens le point qu'il importe de souligner, et que même parfois des sociologues oublient, que le propre de ces faits est alors ce que Durkheim appelle la coercition des formes externes de la vie sociale sur celles intériorisées par tout un chacun. Cette coercition, comme Philippe Steiner le rappelait, Marcel Mauss, dans son dialogue avec François Simian, proposait de la reformuler en termes d'attente. Moi, j'y suis très sensible. Non pas par goût de la psychologie, comme tu l'as dit, Céline, mais parce que je suis un historien des conceptions probabilistes, et des concepts du raisonnement probabiliste, et que par ce biais-là, on rattrape, par la voie proposée par Marcel Mauss, on rattrape de belles traditions de pensée issues du monde probabiliste. Et Helvacks ne l'ignorait pas, lui qui avait travaillé avec Maurice Fréchet à Strasbourg très intensivement. Alors, sans doute, la sociologie générale aujourd'hui aurait-elle à réexaminer cette notion de coercition, cette notion d'attente. Et c'est dans cet esprit que j'ai entendu ce que disait Philippe Descola sur ce qu'il disait de la correspondance entre les systèmes de classification et l'organisation du monde. Il employait le mot correspondance avec des guillemets, si j'ose dire. Ce qu'il indiquait, c'était cette coercition, ces attentes, sur quoi on peut se projeter dans un avenir, sur quoi le monde est prévisible, etc. Alors, je passe aux mémoires de Durkheim et Mauss, quelques formes primitives de classification dont Philippe Descola a eu la gentillesse de rappeler que j'avais contribué à sa réédition l'année dernière avec Florence Weber et le jeune philosophe Jules Salomon. Ce mémoire, paru en 1903, donc très célèbre, se conclut dans des termes tels que nous allons pouvoir y percevoir ce réalisme. Je cite un extrait de la conclusion. « Les classifications primitives ne constituent pas des singularités exceptionnelles sans analogie avec celles qui sont en usage chez les peuples les plus cultivés. » C'est ça l'objectif fondamental du mémoire. « Elles semblent au contraire se rattacher sans solution de continuité aux premières classifications scientifiques. » Philippe Descola a commenté la chose hier. Les choses n'y sont pas simplement disposées sous la forme de groupes isolés les uns des autres, mais ces groupes soutiennent entre eux et avec les autres des rapports définis, et leur ensemble forme un seul et même tout. Ça, c'est très important, si vous voulez, que le système tienne comme un tout par rapport auquel chacun se situe. Ça a été évoqué dans la discussion après l'exposé de Descola hier. De telles classifications sont avant tout destinées à relier les idées entre elles, à unifier la connaissance. Ce n'est pas en vue de régler sa conduite, ni même pour justifier sa pratique que l'Australien, là on retrouve le style des écrits de cette époque, répartit le monde entre les totems de sa tribu, mais c'est que la notion du totem étant pour lui cardinale, il y a nécessité pour lui à le situer par rapport à toutes ces autres connaissances. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Si vous êtes au Nouveau-Mexique, et si vous confondez les coyotes
et les dindons, vous vous mettez à dos 2 clans. Et ça peut être très violent. Retenez cet exemple, je le réemploierai en commentant Alvax tout à l'heure. On a connu un premier survol idéaliste du mémoire de 1903. Ah non, pardon, excusez-moi. Il me semble, enfin, disons, je considère qu'un premier survol idéaliste du mémoire de 1903 consiste à le lire en escamotant le concept de coercition. C'est-à-dire en le confondant avec déterminisme, par exemple. Ou alors à considérer que ces classifications sont arbitraires. Alors que si on emploie un vocabulaire issu de la linguistique, ce que nous disent Durkheim et Mauss, ce n'est pas qu'elles sont arbitraires du tout, mais c'est qu'elles sont motivées. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'elles peuvent, ces classifications, évoluer. J'ai insisté sur ce point tout à l'heure. Mais elles ne sont ni labiles, ni arbitraires. Concrètement, la Terre ne tourne pas autour du Soleil ou le Soleil ne tourne pas autour du Soleil selon la manière dont Jean-Louis Fabiani et moi considérerons que nous devons danser la valse. Hein, si tu m'accordes, ou le tango, si tu préfères. Alors, ce mémoire a stupéfait un certain nombre de lecteurs. Le thème est arrivé dans plusieurs exposés, dans la mesure où il donnait à la science un agenda relatif à la religion. Cette question a été traitée explicitement dans une réunion de la Société française de philosophie le 19 novembre 1908, et si vous me demandez qui était présent, j'ai dans les pages de la fin de ce papier la liste en question. La discussion est ouverte par Émile Boutroux. Entre science et religion, désormais la confrontation s'impose, mais la question des conditions d'un rapport intelligible entre les deux termes, entre deux termes réellement distincts, est loin d'être simple. L'identité n'est qu'une fiction logique, la non-contradiction n'est qu'une condition limitative. Une discussion s'engage, que conclut Durkheim en ces termes. Pourquoi tient-on tellement à mettre la religion en dehors de la science? C'est sans doute que la manière dont le plus souvent on a entendu soumettre la religion à la raison équivalait à une négation de la religion au nom de la raison. Mais une telle conclusion suffit à prouver que l'entreprise n'avait de scientifique que le nom, car une science ne saurait faire évanouir la réalité à laquelle elle s'applique, et par cela seul qu'elle s'y applique. Voici notre Durkheim réaliste et anti-idéaliste. Le seul problème que puisse se poser la science est de savoir quelle est la réalité que la religion exprime. Mais cette réalité existe. Fin de citation. Je peux conclure sur ce point que, tant par la cohérence conceptuelle de son objet, les classifications primitives, que par l'épistémologie de la science des religions défendue par le sociologue, que sa méthode relève d'une épistémologie réaliste. Maintenant, je passe à un aspect de la théorie de la mémoire collective de Maurice Alvax. Le syntagme Maurice collective... ça devient grave. La fin, sans doute. Le syntagme, donc, mémoire collective est aujourd'hui passablement galvaudé. Je le déplore. Et je me félicite qu'au bout de 25 années d'enquête, au fil des rééditions dont il était question tout à l'heure, donc d'une série de rééditions de 3 livres, ma collègue Marie Gesson ait pu reconstituer l'itinéraire conceptuel de Maurice Alvax depuis les cadres sociaux de la mémoire, où la mémoire est inscrite dans ces cadres, disons, qui ont cette rigidité durkheimienne dont il était question tout à l'heure. Ça, c'est le point de départ, 1925. Et alors, ensuite, Maurice Alvax procède par une série absolument fascinante du point de vue méthodologique d'expérimentation conceptuelle, c'est-à-dire qu'il prend des cas
et il s'interroge sur les formes que prend la mémoire collective dans tel ou tel cas. Au bilan, c'est le livre « La topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte », mais ce sont aussi un certain nombre d'articles qui vont être regroupés dans le volume « La mémoire collective » après la disparition d'Alvinx. Cette mémoire collective, qui était encadrée, vous voyez, comme un tableau, eh bien, Maurice Alvinx retourne ce tableau. Et la trame de la mémoire collective, c'est le temps et l'espace social, propre aux communautés d'expérience, aux groupes, pourrait-on dire dans des termes strictement durkheimiens, mais ce que répète Alain Vialvax, c'est que ce sont les communautés qui font cela, notamment dans la topographie légendaire. Alors, je vous donne un exemple simple que nous connaissons tous en extrapolant l'article sur la mémoire des musiciens. Souvenons-nous, il y a quelques décennies, des discussions entre les tenants du renouveau de la musique baroque, entre les tenants des traditions de l'interprétation instrumentale romantique et les promoteurs de la musique du XXe siècle. Nous avions là 3 mémoires de musiciens, de groupes de musiciens, et qui chacun était adossé, disons, à leur conception musicale et à leur pratique musicale. Surtout à cette époque, et on en trouve des interviews très aisément, ne demandez pas aux protagonistes porteurs de ces mémoires de confondre ces mémoires. Je vais prendre un exemple local. Ne demandez pas à Pierre Boulez de penser comme Arnoncourt. Bon, je ne vais pas faire d'excursus sur ce... Oui, tu veux... Un rythme précis de ta démonstration, sinon on va déborder. Mais j'ai un rythme, tu sais, Mon point est ici de dire qu'en histoire des sciences, il en va de même, c'est-à-dire que chaque communauté scientifique, de compétences scientifiques, entretient avec l'histoire des connaissances des compétences scientifiques un rapport particulier, et c'est à mon sens l'agenda de ce que devrait être une enquête sur l'histoire des sciences et non pas une érudition qui tourne en rond. Alors, j'en arrive, puisque je suis mon plan, merci Pierre Michel de me le rappeler, j'en arrive aux 2 lectures qui vont être faites des travaux durkheimiens. C'est d'abord ce que Peter Berger et Thomas Luckmann, dans The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge, 1966, écrivent de la mémoire collective. Ils écrivent « L'univers symbolique gouverne aussi l'histoire. Il établit une, entre guillemets, mémoire partagée par tous les individus socialisés au sein d'une collectivité. » Et après, dropping notes, une note qui renvoie en bloc aux 3 ouvrages d'Alvax, sans en distinguer, pour ainsi dire, l'évolution productive. Et là, c'est la porte ouverte à une lecture idéaliste de la théorie de la mémoire collective d'Alvinx, pour laquelle cette mémoire collective est arbitraire. Arbitraire fondée sur on ne sait quelle raison. Et ça, c'est un dérapage extrêmement périlleux qui aurait des conséquences historiographiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre pour rester dans l'horaire que surveille Pierre Michel avec attention. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez que dans le transport vers la côte ouest de la lecture d'Alvinx, il y a la perte de l'idée de coercition et il y a interprétation idéaliste de ce qui était réaliste. Alors, sans passer par la magie de l'océan, je fais là une allusion sur laquelle je ne m'étends pas à une publicité qu'on voyait aux États-Unis dans les années 80 à propos du prix des voitures allemandes aux États-Unis.
comparer le prix en Europe et aux États-Unis. C'était la magie de l'océan. Là, je vais me contenter de traverser la Manche et la mer du Nord, c'est-à-dire m'arrêter à Édimbourg. La thèse de David Bloor, publiée sous le titre Knowledge and Social Imagery, s'appuie sur Marcel Mauss et Durkheim, sur ce mémoire, au prix de deux filtres, disons, périlleux. Un, la confusion entre science et religion. C'est-à-dire que pour Bloor, le mémoire de Mauss et Durkheim montre qu'au fond, la religion, vous voyez, la science moderne, vous voyez, c'est à peu de choses près comme la sociologie, la religion primitive. Alors vous voyez le télescopage d'idées fausses, dont plusieurs interventions ont montré la genèse ici même. Et la deuxième idée fausse, c'est donc l'arbitraire de classification. Et cette lecture idéaliste des classifications, des formes, des a priori de la connaissance, si on voulait employer un vocabulaire plus qu'ancien. Alors, j'ai presque fini, parce qu'il me reste le diagnostic et ce que je propose comme échappatoire. Dans les deux cas, c'est l'abandon de la notion de coercition, voire le fait d'éviter de s'affronter à la nécessaire révision de cette notion plaidée par Mauss lui-même, qui induit ces lectures idéalistes. Voilà ce que j'appelle le destin funeste ou les infortunes du réalisme durkheimien. Alors le diagnostic, eh bien le diagnostic, c'est, on assiste là typiquement à un produit de la circulation des connaissances au XXe siècle, d'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre, de traduction en traduction, ce qui est une très bonne chose. Moi, j'encourage ça. Je suis pour une science en général et une science sociale en particulier plurilinguistique. Mais quand un auteur s'adosse sur une vision simplifiée d'un prédécesseur pour plaider dans un autre pays que l'herbe est plus verte ailleurs, de l'autre côté de la mer, on va dire, là, ça devient douteux. Alors j'appelle ça, dans mon séminaire, pour stigmatiser et que les étudiants s'y retrouvent, la loi de Gresham de l'histoire intellectuelle. La loi de Gresham, Gresham était un financier élisabétain qui avait récapitulé des choses perçues par Aristophane, analysées par Nicolas Orem et Nicolas Copernic. Il forge cette formule extraordinaire, la mauvaise monnaie chasse la bonne. On est à une époque où la monnaie est, si vous voulez, il y a un titrage, par exemple en or ou en argent, et on pouvait faire circuler une monnaie moins titrée en produits précieux. Et ce que Gresham analyse à la suite de ses prédécesseurs, c'est que si vous mettez en circulation une monnaie mieux titrée, alors que circule une monnaie moins bien titrée en métaux précieux, et que cela se sait, eh bien, les commerçants vont thésauriser la monnaie la mieux titrée et abandonner à la circulation la monnaie la plus mal titrée. Voici comment la mauvaise monnaie chasse la bonne. Eh bien, pour l'histoire intellectuelle, c'est pareil. Le travail qui consiste à analyser les généalogies intellectuelles, les dispositifs conceptuels, à les mettre à l'épreuve de la circulation de langue en langue, de conditions d'expression en conditions de réception, ça, c'est un travail considérable. Il m'est arrivé d'entendre ici ou là la formule « Oh, mais si, il faut faire ça, on n'y arrivera jamais. » Eh bien si, il faut le faire.
Donc, maintenant que j'ai désigné la chose, j'indique la solution. La solution, c'est de remonter le titrage. Donc d'accroître le travail généalogique, de renforcer le travail critique à l'échelle de ce que nous savons de la circulation internationale et plurilinguistique de nos travaux. Cet agenda est suivi par la revue que j'ai l'honneur de diriger depuis maintenant 25 années, j'ai honte à le dire, la revue de synthèse. Et après l'affaire Sokal et le constat des méfaits de la circulation de conceptions douteuses, la revue qui a affirmé cet agenda a connu un regain d'intérêt à l'échelle internationale. J'en suis très heureux. Donc, moralité. J'espère vous avoir convaincu que ce réalisme épistémologique est fondé sur ce concept de coercition, pour le dire dans les termes de Durkheim, d'attente, pour le dire dans les termes de Mauss, et qui demanderait de revenir sur ce que Philippe Descola a ici qualifié de correspondance. Qu'ensuite, les lectures qui ont voulu mettre le mot social sur les faits de connaissance se sont opérées au prix de l'abandon de la clé du fait social, la coercition. Donc ce sont des impostures, j'ose le dire, ici même. Ce n'est pas la peine de parler d'histoire, d'études sociales des sciences. Non. C'est de l'étude des sciences. Tout le monde aime et fait étudier les sciences, c'est plus ou moins. Mais si on veut faire de l'étude sociale des sciences, il faut apprendre ce b.a.-ba de la sociologie qu'est le concept de coercition. Et si on veut l'assouplir, allez voir comment Marcel Mauss et Maurice Salvax ont proposé de l'assouplir, quitte à l'adapter à des objets, comme la musique, j'en ai donné l'exemple, les sciences, j'ai aussi suggéré l'exemple, mais ce n'est pas le lieu ici de développer ce que pourrait être une histoire des sciences conçue comme une vaste enquête de ses rapports à l'histoire des sciences. Alors je crois que le XXe siècle a offert un destin collectif funeste au réalisme durkheimien. Ça, c'est ma conclusion. Et il appartient au XXe siècle et aux profs que nous sommes et que certains d'entre vous êtes et seraient, de reconstruire ces généalogies pour offrir des dispositifs robustes qui tiendront à travers les circulations interlinguistiques et internationales. Ça me semble un enjeu fondamental. Et c'est au fond ce que Max Weber appelait notre devoir, enfin, Wissenschaftsberuf, c'est-à-dire à la fois comme exigence, comme exigence morale, tout autant que comme métier et comme vocation. Je conclurai là-dessus. Vielen Dank. Merci. Merci beaucoup.